très récemment à la foire du livre. Et parmi les livres, j'ai été conseillé, on va dire, de jeter un œil sur l'un de tes livres, le deuxième Oui, roman en fait, qui est intitulé Si un jour tu as de la peine. oui, Et c'est un livre, on le verra évidemment, sur, j'ai envie de dire, une femme sous emprise, pour faire bref. oui. Euh, et je trouve assez intéressant en fait de voir la mécanique de l'emprise. J'ai déjà eu l'occasion de faire des échanges avec d'autres femmes qui, elles, ont véritablement été personnellement sous emprise et donc qui m'ont déjà relaté sur la chaîne, y compris la manière dont l'emprise se met en place. Et je trouvais du coup intéressant de voir dans un ouvrage a priori fictionnel la manière dont toi, tu avais envisagé le déroulement finalement de cette mécanique qu'est l'emprise. Alors en fait, euh, tu es quand même à la base et toujours, je pense, comédienne, enseignante et metteuse en scène belge. Et quelque part, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que tu fais une sorte de saut, je ne sais pas si c'est en tout cas dans le vide, mais en tout cas, tu fais un saut en passant à l'écriture. Et dans ton écriture, c'est ton deuxième livre, je le disais, deuxième roman. Le premier est paru en 2024 également aux éditions Genèse. Il est déjà dans son premier livre question finalement de résilience au féminin, de femmes qui doivent se battre quelque part pour s'émanciper d'un carcan. Pourquoi finalement, Anne, ce passage de la scène finalement à l'écriture? Quelle est ta motivation? Alors, je n'ai pas abandonné, d'abord bonjour, je n'ai pas abandonné ma profession de comédienne pour me lancer dans la profession de la littérature. Je vis avec les deux professions qui sont extrêmement différentes parce que le théâtre, enfin les arts de la scène, c'est un métier qui brasse, enfin qui demande beaucoup d'échanges, tant avec les équipes de plateau qu'avec le spectateur qui vient voir le spectacle, alors que une fois qu'on écrit, on est plongé dans une solitude absolue et on se retrouve avec soi-même. Donc ce sont deux professions, je dirais, complémentaires. J'écris depuis toujours, sauf que je gardais euh, mes, mes écrits dans mes tiroirs, je n'osais les présenter à personne. C'est grâce à un ami qui est directeur de théâtre que je me suis permise de sortir mes manuscrits des tiroirs. Il m'a dit, écris une pièce. J'ai commencé d'abord par écrire du théâtre, en fait. Et donc, je crois que le point commun entre ces deux professions, c'est l'amour des mots. Et donc, il m'a demandé d'écrire une pièce. J'ai dit, mais tu es complètement fou. Il m'a dit, mais enfin, non, je ne suis pas fou, je suis directeur de théâtre, j'ai pas envie de me casser la figure. Écris. Et donc, j'ai écrit tout à fait sans pression. Et en me disant, je n'y arriverai pas, ce ne sera jamais monté. Et puis finalement, cette pièce a été montée sur les planches pendant 7 semaines. Depuis, j'ai écrit 4 autres pièces. Et puis, je suis venue doucement au roman. Dans notre profession, dans le jargon des arts de la scène, on dit que on se met les mots en bouche. Euh, c'est quelque chose de très sensuel en fait, le rapport aux mots dans la profession des comédiens. On triture les mots, on se les met en bouche, on, on les mâche. Eh bien, j'essaye de faire la même chose avec l'écriture. Euh, je je ne rends public mes textes que si je les ai mis en bouche, que si je les ai testés pour voir si une phrase passe bien à l'audition. Et pour moi, c'est très important qu'elle soit compréhensible dès la première lecture. Je, Mon plaisir, c'est pas de trouver des idées, mais c'est de trouver le mot juste euh, pour pour trouver, pour décrire au mieux les émotions, celles que je traduis sur un plateau. Parce que sur un plateau, je ne vais pas dire que c'est plus facile, euh, mais je les donne à voir, je les donne à entendre. Alors que c'est la grande difficulté quand on écrit, c'est d'aller au plus.
au plus profond d'une émotion pour moi, en tout cas. Ce n'est pas tellement d'être dans l'anecdote, mais d'être au plus juste avec le ressenti d'une émotion. D'accord. Voilà. Et en fait, le titre de ton livre, quelque part, il fait part déjà d'une émotion et c'est un titre en fait évocateur et qui est susceptible peut-être de multiples interprétations, hein. Il s'intitule Si un jour tu as de la peine. Et en fait, j'avais envie de te demander, mais finalement, à qui s'adressent ces mots? Alors, le titre, il vient d'abord d'une chanson, parce que la musique est très très importante dans le roman, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Oui, C'est une chanson de Michel Berger qui s'appelle Message personnel et qui est interprétée par Françoise Hardy. Ça, c'est une première source pour le titre, mais je n'en dis pas plus. Pour le lecteur, c'est plus sympa de ne pas trop dévoiler. Et puis, c'est, c'est un message d'un père à sa fille qui lui dit que, en fait, si un jour elle a du chagrin, si un jour elle a de la peine, il existe une chose merveilleuse au monde, c'est l'art. Et la place de l'art dans une vie peut aider à survivre, peut aider à guérir. L'art peut unir, la musique peut unir. Euh, et donc c'est un message dans le roman d'un père à sa fille, mais c'est aussi, j'espère, un message que l'autrice que je suis donne au lecteur, c'est-à-dire que c'est l'aspect lumineux, j'espère, dans le roman, parce que le roman est un grand cri de douleur, puisqu'il traite de l'emprise, mais dans la balance, je voulais, l'emprise dans la balance pèse très lourd, et je voulais qu'en face, il y ait quelque chose d'aussi puissant. Et ça passe par la musique. Donc il lui dit à un moment donné, d'ailleurs je peux lire l'extrait, d'ailleurs je oui, l'ai vas-y, choisi. avec Il plaisir. lui dit, si un jour tu as de la peine, pense à l'art, pense, en l'occurrence il parle de peinture, pas de musique, mais il dit que l'art peut sauver et être une solution pour imaginer un monde meilleur. Voilà. Est-ce que je lis cet Oui, extrait? bien sûr, je t'en prie. Alors. Le jour de mes 4 ans, mon père m'a réveillée de bonne heure. J'ai un cadeau pour toi, ma chérie. Il m'a tendu un petit paquet et son œil s'est fait taquin. Je m'en suis saisie. J'attendais un jeu de construction en bois avec des petits animaux de la ferme ou un bonhomme acrobate gluant. Je l'ai ouvert sans ménagement. Les morceaux de papier d'emballage ont volé de tous côtés. Face à un rectangle noir dans un cadre doré, ma déception fut immense. Et j'avais beau le détailler, je n'en comprenais pas l'intérêt. Qu'est-ce que c'est? Un tableau. Mais il n'y a pas d'image. Exactement, ma chérie. C'est une peinture non figurative réalisée dans une seule et même couleur. Observe ce cadre étincelant, il offre du volume à l'abstrait. Et maintenant, passe ta petite main sur le tableau. Mon père guidait lentement le bout de mes doigts sur les parties hautes et basses de la composition. Sens, sens comme il est rugueux, et ici il est grumeleux, et là il est lisse. Regarde bien le tableau, à son contact, on peut y déceler la vie. Que vois-tu? C'est tout noir. Moi je vois un merle chanteur. Son plumage est uniformément noir et un cercle jaune entoure son œil. Le vois-tu? Non. Regarde bien. Ce que je vois, tu le verras. Ou ce que toi, tu verras. Je le verrai. Ce tableau est magique, ma chérie. Il te montre ce que tu veux et ce que tu veux voir. Vois-tu le merle chanteur maintenant? Oui, je le vois, et je vois son petit bec jaune orangé. Je l'installerai sur le mur en face de ton lit. Il te saluera à chacun de tes réveils.
Cet oiseau est le meilleur musicien du monde. Quand il siffle, on ne peut que tomber amoureux de sa virtuosité. Les fluctuations de son chant sont complexes. On dirait qu'il respecte une partition. C'est un grand poète. Il connaît mieux que personne l'amplitude des notes. Il maîtrise les rythmes en les séparant par des intervalles nets. Il chante par tous les temps, soleil, pluie, neige, brouillard. Il est toujours heureux, car celui qui chante voit ses souffrances s'évanouir. Si un jour tu as de la peine, prends exemple sur lui. Tourne-toi vers le soleil, ouvre ton cœur à la nature, chante, et tu verras que tout ira mieux. Voilà. Oui, c'est un passage très beau et c'est vrai il est important dans le livre, ce tableau. Dans un tableau, en fait, on peut voir un petit peu comme dans l'existence, finalement, ce que l'on peut voir à ce moment-là, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne peut pas encore voir. Euh, Ici, en fait, elle ne voit pas grand-chose, en fait, Hélène, au départ, par rapport à la manière, justement, dont cette toile d'araignée se met en place. Et on va évidemment, si je puis dire, entrer quelque part de plein pied dans l'art, cette fois-ci, non pas de la peinture ou du tableau, mais dans l'art de la manipulation. Mais ton livre, en fait, par rapport à d'autres ici, c'est un livre de fiction, mais on le sait, les écrivains, les comédiens, d'une façon ou d'une autre, s'inspirent soit de leur vie, soit de la vie d'autres personnes, et donc quelque part font de ce magma quelque chose de littéraire ici qui peut être donné justement à voir, à lire, et qui, le cas échéant, peut rejoindre justement un lecteur ou une lectrice ici qui elle-même serait tombée quelque part sous emprise. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, Anne, quelle était ta source d'inspiration et pourquoi avoir choisi ici, par rapport à d'autres ouvrages, hein, moi je pense notamment à Springora, qui elle, évidemment, c'est son propre témoignage de vie qu'elle relate. Elle relate aussi de manière très précise la façon dont l'emprise se met en place et ce que ça a évidemment comme impact psychologique et physique dans sa propre vie. Ici, tu as choisi la fiction, donc j'avais envie de te demander aussi, du coup, pourquoi la fiction et quelles sont tes sources d'inspiration pour l'écriture de ce livre? Oui. Alors, ben, évidemment, j'ai choisi la fiction, c'est pas du tout une écriture cathartique, même si ben, je suis un petit peu, et c'est dû sans doute à mon métier de comédienne, je suis une éponge. Et donc, je m'imprègne de tout, de, de tous les événements que je vois dans la vie, j'écoute, j'observe, c'est mon métier. Donc, quand je regarde autour de moi, je vois qu'il y a de plus en plus de formes d'abus de pouvoir, du harcèlement, des menaces, des violences psychologiques. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent de cette douleur dans l'ombre. Euh, je crois que personne n'est à l'abri d'une manipulation, même les esprits les plus avertis. Shakespeare, il a écrit une pièce qui s'appelle La Tempête. C'était le plus grand des poètes, hein, pour moi, Shakespeare. Cette pièce n'est pas du tout liée en rapport avec le thème de l'emprise, mais à l'intérieur, il y a une réplique que j'aime par-dessus tout. Elle dit euh, l'enfer est vide, tous les démons sont ici. Alors, Shakespeare est le plus grand des poètes et ce que je vais dire, je vais le dire avec beaucoup d'humour. Je crois qu'il a oublié de dire quelque chose. Il a oublié de dire que oui, les démons sont tous sur Terre avec nous, mais il y en a qui sont euh, indétectables. Et c'est c'est tout le sujet de l'emprise, c'est tout le fonctionnement de l'emprise. Il existe un petit poisson dans le fleuve Amazone qui s'appelle le Vandellia cirrhosa. C'est un poisson qui fait des dégâts incommensurables dans ce fleuve Amazone. Euh, Pourquoi? Parce qu'il est indétectable. Il est complètement transparent. Et pour survivre, il choisit une proie. Il la suit pendant des jours et des jours et des jours. Et puis au moment opportun, il entre à l'intérieur d'elle. Il s'installe bien au cœur de son corps. Il la laisse vivre encore un petit peu, quelque temps, hein. Il est plus ou moins sympa à un moment. Et puis, ben, il va commencer à la dévorer. Et j'ai l'impression que chez les humains,
le phénomène de l'emprise est un petit peu comparable à ce que je viens de raconter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, pour survivre, pour obtenir quelque chose de quelqu'un, ça peut être, je sais pas moi, la reconnaissance, de l'argent ou autre chose, ils vont contrôler une autre personne en la vidant de sa substance. Ils vont, ils vont ne se sentir puissants qu'en faisant tomber quelqu'un, et ça peut aller jusqu'à la mort, hein. Et j'ai voulu comprendre ce phénomène, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et j'ai surtout voulu comprendre comment il est possible qu'une personne puisse se laisser vampiriser par un manipulateur sans s'en rendre compte. Alors ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, c'est pas du tout une écriture cathartique, mais j'ai écrit le roman à la première personne parce que je crois que ça peut permettre au lecteur de tomber en, comment dire, en empathie pour l'héroïne, elle, que le lecteur peut se reconnaître en elle et euh, entrer dans la matière de manière plus personnelle, quoi. Voilà. Donc moi, je n'ai pas, j'ai côtoyé l'emprise autour de moi, je l'ai vu autour de moi, mais je n'ai pas envie de mettre ni ma famille, ni mes amis en pâture sur des pages. Il y a une grande mouvance littéraire pour le moment et je la respecte tout à fait, qui est de se livrer personnellement euh, et c'est très bénéfique pour certains lecteurs, mais moi je préfère la fiction. Alors, c'est sans doute dû à mon métier d'actrice. Je préfère la fiction parce que je crois aussi que la fiction ne ment pas. Je me sers, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une éponge, et donc je me sers de tous mes souvenirs que j'ai emmagasinés dans un tiroir très intime, et au moment opportun, quand je choisis, je suis transpercée par un sujet de société, par exemple ici, en l'occurrence l'emprise, eh bien, je me sers de tout ce que j'ai vécu ou tout ce que j'ai pu observer autour de moi. Je les ressors de mes tiroirs, je les retravaille parce que je trouve que c'est très important de passer par la fiction. Et je crois que la fiction peut être aussi puissante que la réalité. Alors, ça se discute, hein, il y a des auteurs qui disent l'inverse. Voilà, mais moi, je passe toujours par la fiction, dans tout ce que j'écris. Alors, on va pas déflorer évidemment le livre pour conserver évidemment par définition le, le côté énigmatique, mystérieux et tout l'aspect évidemment euh, concret de la manière dont les personnages, quelque part, entre guillemets, se mettent en place et la manière évidemment dont l'emprise petit à petit tisse sa toile. Mais ce qui est quand même important évidemment ici de dire par rapport justement à la manière dont toi tu as quelque part jalonné ce livre, et c'est assez parfois déroutant, mais c'est aussi intéressant, c'est que dans un premier temps, et j'ai compris finalement très très tard, on commence en fait par la découverte d'un cadavre de façon très brève. Et puis, on voit effectivement que le livre est découpé en manière telle que de temps en temps, on va beaucoup plus loin dans la vie des personnages. Et puis, on revient en arrière jusque finalement le dénouement final. Voilà, j'en dirai pas plus, mais cette trame narrative, voilà, c'est pas, j'imagine, forcément évident non plus. C'est quelque chose, en fait, toi, qui t'a semblé naturel dès le départ, ou c'est dans le cadre de l'écriture qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais agencer en fait mon livre de cette manière-là et pas d'une autre. Il y a eu, je crois que cette version, la définitive qui est publiée, c'est la septième version. Ah, voilà. Voilà, donc j'ai essayé mille choses. Je travaille avec un grand tableau, comme font les enquêteurs en fait. Oui. Et j'avais l'histoire en tête. Après, il faut la construire. Et donc, en fait, chacun des chapitres sont une des propriétés de l'emprise, traitée de manière fictionnelle, hein. Euh, et effectivement, le prologue est traité
En 2023, j'ai écrit le livre il y a quelque temps, hein, donc je ne sais même plus la date, mais donc je crois que qu'on est en 2023. Euh, et tout le reste est dans le passé. Ouais. Tout ce qui est dans le passé, on est dans le souvenir de la protagoniste Hélène Kleinerman. Et ce sont des moments qui peuvent expliquer, par exemple, qui peuvent expliquer le pourquoi elle en est arrivée là où elle est. Par exemple, quand tu dis que on revient sur le passé de certains personnages, il y a ce qu'on appelle le déterminisme qui peut amener un personnage à virer soit du côté du manipulateur, soit du côté de la victime. Mais évidemment, tout cela n'est pas systématique. Ce n'est pas parce qu'un personnage, un être humain perd son papa en étant jeune enfant, qu'il va systématiquement devenir une victime. D'ailleurs, le manipulateur dans le livre a perdu son père très jeune aussi. Donc, j'essaye de ne pas être manichéenne dans ce que j'écris. Euh, le prologue, il est décliné euh, tout au long du livre. Il revient hein, plusieurs fois au cours du livre. Et au départ, c'est un petit secret d'écriture, au départ, il ne formait qu'un seul chapitre dans une des versions. Et il était même l'épilogue. Euh, mais c'est à force de retravailler, et ça aussi grâce à mon éditrice, qui a eu un œil sur ce que j'écrivais, euh, ben, j'ai retravaillé la structure du récit, enfin du roman, parce que ce n'est pas un récit. Euh, et, euh, et voilà, j'en suis arrivée à cette forme que tu as lue. D'accord. Écoute, entrons peut-être maintenant, si tu veux bien, dans cette fameuse mécanique de l'emprise, qui commence évidemment quelque part, souvent d'une façon, je dirais, générique, identique, c'est-à-dire quelque part que euh, on ne voit pas venir l'emprise, et derrière cela, il y a aussi des failles finalement affectives qui rendent cette emprise possible. Ici, en fait, Hélène, elle est en fait violoniste, elle est à ses débuts, et puis elle a Violoncelliste. violoncelliste, pardon, Oui. et en fait, elle le trouve absolument extraordinaire à l'occasion de son anniversaire de tomber sur Vaclav, qui lui est compositeur et qu'elle admire déjà. Donc il y a une sorte d'admiration, une sorte aussi de côté mystérieux chez cet homme. Il y a une sorte d'alchimie qui fait que les ingrédients sont réunis pour que quelque part l'emprise puisse s'enclencher. Tu peux peut-être, sans tout dévoiler évidemment, mais en quelques mots, expliquer un petit peu la manière dont Hélène, quelque part, à son insu, se laisse mettre sous emprise par cet homme qui, lui, contrairement à elle, est déjà célèbre. Ben, dans un premier temps, c'est une des premières étapes de l'emprise, c'est que Hélène va subir ce qu'on appelle le love bombing. C'est-à-dire que d'abord, elle admire cet homme. euh, Elle se dit que déjà, c'est extraordinaire de pouvoir le rencontrer parce que c'est un homme extrêmement célèbre et il se retrouve sur sa route. Je ne vais pas dévoiler comment, mais il se retrouve sur sa route et elle va vivre une histoire avec lui, autant amoureuse que professionnelle, ce qui était complètement inattendu. Elle se dit que ça ne pouvait pas arriver, elle se demande comment ça peut lui tomber sur la tête. Mais je crois qu'elle a déjà été choisie par cet être-là et par une autre personne, parce que l'emprise dans ce roman se fait en trio, en fait. Euh, donc il va opérer ce qu'on appelle le love bombing, c'est-à-dire qu'il va la plonger dans une phase de suraffectivité. Euh, Hélène va se retrouver la plus belle, la plus aimée. Il va la survaloriser en public, qu'elle va se demander, mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Elle va vivre une histoire qu'elle n'attendait pas et euh, qui va enfin, comment dire, oui, la survaloriser. À partir du moment où la mayonnaise prend bien, alors le manipulateur peut déployer ses tentacules toxiques
et commencer à isoler la personne qui va devenir sa proie, sa victime, en l'isolant de son univers amical, professionnel, familial. Il va commencer à la culpabiliser, à lui dire que c'est elle le problème. Euh, voilà, et puis après, dans une autre phase, il n'aura même plus besoin d'agir. La proie va s'autodétruire elle-même. Elle va entrer en phase de, par exemple, elle peut entrer en phase d'anorexie, de boulimie, elle peut commencer à boire de l'alcool, elle peut avoir des tendances suicidaires. Et ça, c'est vraiment, ça se passe en trois phases, hein. D'abord, on survalorise la personne, ensuite, on l'emprisonne, et puis elle se détruit par elle-même. Et tout ça, c'est par phase. Une fois que la personne qui est la proie commence à se rendre compte de l'endroit où elle se trouve et qu'elle veut s'en sortir, alors le manipulateur se fait à nouveau gentil, euh, le plus adorable des hommes ou des femmes, hein, peu importe, ça n'a pas l'emprise n'a pas de sexe. Et donc, ça va vraiment par vagues comme ça. On est à la fois euh, adorable et, euh, et démoniaque par phase. Et- Voilà. ouais, c'est ça. Mais en fait, très vite, dans le début de cette histoire d'amour, Hélène se rend compte à certaines attitudes de Maclef qu'il y a de fait des attitudes qui ne sont pas justifiées. Il y a des comportements qui sont déjà en fait vus par elle quelque part comme étant toxiques. Et en même temps, elle met ça sur le compte du fait que c'est un génie, le compte du fait qu'il est fatigué, qu'il a une carrière, qu'il doit se ménager. Et donc, elle est quand même dans un premier temps euh, assez rapidement aussi dans le déni de ce qui lui arrive. C'est ça en fait tout l'intérêt aussi au départ de voir comment l'emprise se construit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des signaux d'alerte qui sont là. Je veux dire, c'était une femme quand même épanouie, qui avait une vie derrière elle, qui avait une certaine autonomie et qui finalement finit en fait par négliger ses propres signaux d'alerte. Oui, mais en fait, elle s'en rend compte, c'est parce que dans le récit, euh, comme on part sur des souvenirs, c'est au moment où elle parle qu'elle voit les signaux d'alerte. Mais au moment où elle les vit, elle ne les voit pas. Mm. C'est l'entourage qui l'aide à dire attention, il y a un problème. Donc c'est son amie, Julie, c'est sa maman qui lui disent attention, Hélène, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas normal. Elle ne le voit pas et elle ne veut pas y croire. Elle est dans le déni au moment où elle le vit. Mais dans le récit, elle voit ces signaux d'alerte parce que elle est beaucoup plus tard. Donc, enfin, c'est un petit peu complexe dans l'écriture, mais Oui, oui. voilà. Elle se refait le film C'est de, ça, de oui, ce par voilà, quoi elle est passée et elle se dit, voilà, voilà, là effectivement, il y avait déjà des signaux voilà. d'alerte. Donc, Euh, elle raconte ce qui s'est passé, et c'est en le racontant qu'elle dit, mais j'aurais dû voir ça. Il y avait telle chose qui se passait, j'aurais dû le voir. Et heureusement, il y avait ma famille ou mon ami pour me le dire. Parce que l'entourage est très, très important, évidemment, pour tirer ces sonnettes d'alarme, même s'ils sont exclus, hein, par le manipulateur. Ils sont exclus d'emblée, mais ils reviennent pour dire attention, et ils sont là aussi pour donner, pour dire pour pouvoir donner des outils pour s'en sortir, en dehors de l'amour. Par exemple, des outils juridiques. Il y a une première phase qui est la séduction absolue, où là, effectivement, on est sur un petit nuage. Et j'ai envie de dire,
pour Hélène, ça tombe super bien parce que de fait, il y a véritablement une carence affective qui est liée à la mort de son père qui était quand même pour elle, j'ai envie de dire, son roi. Et elle était vraiment la princesse. Donc il y avait vraiment un lien extrêmement fort. Et donc au décès de son père, évidemment, j'ai envie de dire, sa vie quand même bascule, affectivement parlant. Et quelque part, il y a cet homme qui va quelque part combler ce manque. Et très rapidement, Oui, d'ailleurs, Hélène va en effet lui parler de son père, du décès. Et c'est peut-être là aussi, évidemment, dans cette faille-là précisément que Václav lui donne cette possibilité d'aller s'engouffrer sur justement cette brèche affective, ce qui permet aussi quelque part dans un second temps d'enclencher ce que l'on revoit souvent aussi chez les victimes d'emprise, à savoir cet isolement progressif qui est aussi, je pense, quand même assez bien décrit comme étant une phase pratiquement indispensable pour évidemment couper la victime de son entourage et faire en sorte évidemment qu'elle soit complètement possédée, parce que c'est vraiment ça. Dans certaines phrases, en fait, on voit bien que tu cherches à montrer à quel point Vaclav, en fait, ne veut faire qu'un avec elle, mais un, c'est finalement lui, c'est-à-dire il possède sa proie, c'est un véritable prédateur. oui, oui, tout à fait. Et puis jusqu'au point qu'elle n'a plus aucune identité, en fait. Elle perd tout. Euh, mais tu as très bien décrit ce que, ce que j'ai écrit. Je ne vois pas ce qu'il faut rajouter d'autre, en fait. Mais c'est-à-dire que effectivement, le, il va, il- le manipulateur tisse une sorte de toile comme ça autour de sa proie et jusqu'à l'étriquer, jusqu'à la vider de sa substance. Elle n'a plus aucune personnalité, elle n'a plus aucune envie de vivre, elle n'a plus aucun désir, elle n'a plus, enfin, on ne peut rien dire d'autre que ça. Enfin, le drame va jusque-là. Voilà. Oui. Oui, avec, du coup aussi un renversement de la situation, c'est-à-dire que la victime finalement se sent coupable et celui qui est coupable en fait joue le jeu de la victime au point où effectivement la personne évidemment qui est victime rentre en confusion et c'est ce qu'on appelle justement après le love bombing, il y a aussi le gaslighting qui est précisément cette impossibilité d'y voir clair. Oui, et puis une fois que le manipulateur est démasqué, parce que ça arrive aussi, heureusement, alors c'est lui qui devient la victime. C'est lui qui dit, mais qu'est-ce que vous me voulez? Je n'ai pas voulu tout ça. C'est très complexe, hein, voilà, mais j'ai Oui. peur de dévoiler trop le roman, moi. Voilà. Je crois qu'il y a Et, il y a une chose qui est très importante que j'ai envie de dire aussi, c'est que, évidemment, parce que quand on parle de tout ça, on a l'impression que le roman est un grand cri de douleur. Et c'est effectivement le cas, parce que l'emprise, c'est un grand cri de douleur. Mais le roman, il est aussi lumineux. J'ai envie aussi que les gens sortent en lisant, en refermant la dernière page de ce livre, qui se disent que c'est une porte ouverte, en fait, que ce livre est une porte ouverte. Moi, j'aime pas les portes fermées. J'aime bien les portes grandes ouvertes, ou s'ils sont pas grandes ouvertes, il faut qu'elles soient entrebâillées, et qu'elles laissent passer un petit filet de lumière, parce que tant qu'il y a de la lumière, euh, il y a un petit souffle de vie, et quand il y a encore un souffle de vie, bah, l'espoir et la vie est possible. Et donc, ce livre, il est là aussi pour dire qu'on peut se reconstruire. Et que c'est pour ça que j'ai pas envie de m'étaler trop sur le mécanisme de l'emprise, parce que les gens vont le lire et il est suffisamment bien décrit, je pense. Mais le livre décrit aussi que l'on peut s'en sortir. Et que, évidemment, quand on a vécu un drame comme celui-là, parfois on a besoin de temps. Parce qu'il faut accepter qu'on a été une victime, et ce n'est pas toujours le cas puisqu'on est dans le déni. Donc, on a parfois besoin aussi de rester assis dans les décombres et de réfléchir, de faire un tri. Et c'est pas du temps perdu. C'est du temps qu'on peut mettre à profit pour trier et se dire, cette cicatrice-là,
je la bac, je la mets à tout jamais aux oubliettes. Et avec ça, je vais le garder et essayer de grandir. Et évidemment, on ne fait pas quelqu'un de nouveau avec des morceaux cassés, parce qu'on sort cassé d'une histoire pareille. On est en débris. Mais j'ai envie de dire que il y a un art japonais qui fait du neuf avec du vieux, hein, le kintsugi. Je ne sais pas si je prononce bien, mais donc c'est le principe, c'est de recoller tous les morceaux et de passer un peu d'or sur les cicatrices de l'objet brisé qui a été reconstruit. Eh bien, je pense que c'est ce que je voudrais laisser comme message à un lecteur, c'est que on peut, on ne sort pas neuf d'un drame pareil, mais on peut sortir grandi. J'ai regardé un reportage, enfin, on ne peut pas effacer les cicatrices, mais on peut les, les magnifier avec un peu d'or et se dire que euh, on peut commencer une autre vie avec ce qu'on a été. Ça, c'est ce que je voudrais que le lecteur garde de ce livre qui, pour moi, est un livre lumineux. J'ai vu un reportage sur Arte sur un alpiniste français qui s'appelle Éric Escoffier. Escoffier, c'est un fou euh, de la montagne qui prenait des risques incommensurables et une sorte de James Dean de la montagne. Et il a eu évidemment un accident. Il a perdu l'usage de ses jambes. Euh, on lui a mis des prothèses et malgré ça, il a continué à escalader les sommets les plus difficiles. Et il disait, et c'est très important pour moi, que il faut faire d'une chute une victoire. C'est ce que j'ai voulu inscrire dans ce livre. Même si la victoire est minuscule, mais je crois qu'on peut faire d'une chute une victoire. Et que Éric Escoffier, on lui a mis des prothèses et il a continué à gravir les sommets les plus difficiles. Et il a voulu être un éclaireur pour euh, les, les alpinistes qui le suivraient. Et il disait qu'on on ne gravit pas un sommet comme ça à vol d'oiseau d'un coup. On emprunte les chemins les plus sinueux, les plus difficiles. On tombe, évidemment, on chute, mais il faut accepter la chute, en faire une alliée et, et rebondir en espérant qu'un meilleur est possible. Ça, c'est ce que je voudrais que le livre raconte, plutôt que le processus de l'emprise. Évidemment, et c'est le sujet premier de, du roman, mais en face de ça, il y a l'art et il y a la puissance de l'art. Et ici, j'ai choisi la musique parce que je crois que c'est ce que les hommes ont inventé de plus beau, c'est l'art, la musique. Je fais du théâtre, c'est pas pour rien. Euh, je suis vraiment persuadée que la musique... Il y a un personnage dans le roman qui dit, c'est très discutable, hein, mais c'est peut-être pas spécialement ce que je pense moi, mais le personnage dit que la musique est plus belle que les étoiles qui existent dans le ciel parce que ce sont les hommes qui l'ont inventée. Et moi, je vis avec un événement qui a eu lieu en 1989, c'est la chute du mur. J'avais 19 ans à l'époque et c'est le chaos. Et il y a Rostropovitch, qui est quand même un des plus grands virtuoses au monde du violoncelle, qui quitte tous ses concerts et qui vient se poster devant le mur et il commence à jouer les suites de Bach. Et dans le chaos, tout s'arrête. Euh, le silence se fait et la musique prend toute sa puissance. Et j'ai trouvé ce moment d'une puissance inouïe, d'une beauté vraiment magique. Et je vis avec ce moment que certainement beaucoup de personnes ont vu, hein, c'est passé au JT, hein, dans tous les JT.
C'est devenu un moment d'histoire. Euh, et ce moment de puissance de l'art ne me quitte pas. Et c'est pour ça que la musique est si présente dans le roman, parce que vraiment, j'ai compris à ce moment-là que la musique peut unir et, et guérir. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que tu as fait raison évidemment d'aborder cet aspect qui est quand même fondamental. C'est qu'après, évidemment, ici, dans ce, dans ce, dans cette fiction, il y a évidemment un fil qui se déploie qui est quelque part une histoire extrêmement destructrice. Et puis après, de fait, il y a évidemment, je dirais, une fin beaucoup plus lumineuse où on voit clairement que Hélène reprend évidemment sa vie en main et quelque part, elle la reprend là où elle l'avait laissée au moment où elle avait commencé à développer Oui, son art. Donc c'est ça vrai, oui. évidemment, Oui, oui. c'est capital. Maintenant, ça permet évidemment aux personnes qui peuvent, le cas échéant, être prises par cette histoire, évidemment, de se sentir rejointes et quelque part de rebondir également dans leur propre vie. Mais c'est vrai, on le disait aussi en off, Anne, que malheureusement, il y a beaucoup de situations dans laquelle, ici, il s'agit d'une femme, donc je parle par rapport effectivement aux femmes, où les femmes, entre guillemets, ne s'en sortent jamais. Et plus quelque part le temps passe, et souvent le temps passe évidemment pendant un certain temps. Ici, Hélène, je pense que ça a duré quand même cette vie de couple à huis clos. Et donc cette destruction lente, elle a quand même duré, je crois, près de 20 ans. Euh, Oui, 16-18 ans, oui, oui. voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des femmes, évidemment, qui ont vécu ça aussi pendant parfois des dizaines d'années. Et Mm. par définition, quand ici l'homme tisse sa toile, il faut trouver justement ces ressources en soi, ce qui n'est pas évident à partir finalement d'une destruction, trouver ses ressources en soi. Et alors aussi, quelque part, ce n'est souvent possible que parce il y a une personne, que je dirais une personne ressource quelque part, qui est, mais au sens littéral, qui est vraiment une ressource. Et dans cette histoire, sans aller plus loin, il y a effectivement une personne ressource et c'est ça qui est beau aussi quelque part et qui est extrêmement important dans la vie d'une personne qui est sous emprise, c'est de voir qu'il y a au moins une personne sur qui on peut compter, qui est ce fil conducteur, qui ne lâche pas, qui avec tact souvent essaye d'ouvrir petit à petit les yeux en sachant que la personne qui est sous emprise, par définition, elle est incapable de voir d'un seul coup l'emprise Oui, puisqu'il s'est mise lentement en place. Mais du coup, la personne qui veut maintenir un lien sécure, doit agir avec tact. Et c'est souvent grâce à une personne que finalement les yeux s'ouvrent. oui. Et puis, il faut que cette personne s'obstine, s'obstine à tirer les sonnettes d'alarme, parce que il s'agit pas de le faire une fois. Euh, comme tu le dis, ça peut durer des décennies. Euh, et il faut être là, même si on est rejeté, parce que la proie euh, le manipulateur s'attaque à tout le monde. Il y a évidemment la victime qui est le centre de l'emprise, mais il faut l'isoler, donc on s'attaque à l'entourage aussi. Et l'entourage, bah, il faut qu'il s'obstine. Et ben oui, il y a dans ce livre une, voire plusieurs personnes qui sont là pour sortir Hélène de là. Mais il y a aussi la musique qui la sort de là. Et la musique est aussi, c'est ça qui est complexe dans le livre et que j'ai aimé décrire, c'est que la musique, elle a trois fonctions. Elle a une fonction d'abord d'entrée de jeu, euh, de source de joie. Quand elle apprend cette musique dès l'âge de 4 ans avec son papa, c'est vraiment c'est là qu'on voit que l'être se constitue grâce à cette musique, et puis la musique va devenir le piège même de l'emprise qu'elle va subir avec son mentor Vaclav Masaryk. Et puis dans une troisième partie, eh bien, c'est grâce à cette musique qu'elle va s'en sortir, et donc la musique va se révéler salvatrice.
Voilà, mais la musique est vraiment un personnage aussi, je crois, tout comme son amie Julie, dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Et Hélène ne sombrera pas dans l'alcool. Elle a une petite période où elle y va quand même, on va dire, Oui, mais grâce à son amie, elle s'en sort. Oui, voilà. d'accord. Écoute, très bien. C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de, quand on a lu un livre de ne pas trop le déflorer. Et donc, voilà, il faut garder évidemment l'envie pour le lecteur de le découvrir par lui-même, tout en donnant suffisamment d'éléments, me semble-t-il, pour justement lui donner l'envie. Donc, il y a un subtil équilibre à trouver aussi, comme il y a un subtil équilibre que tu as dû trouver aussi, justement, par rapport à l'écriture de cette trame fictionnel, mais moi personnellement, je trouve que c'est extrêmement bien rendu. Et c'est vrai à certains moments, quand même, c'était, et voilà, j'ai quand même franchement pleuré à certains moments parce que c'était Oh, waouh! extrêmement touchant, parce que je trouve que ça rentrait vraiment en résonance avec des histoires que j'ai moi-même entendues et qui, pour le coup, sont réelles. Et donc, je me disais, oui, effectivement, c'est hyper bien restitué. Et puis, c'est se rendre compte, quelque part, en tant qu'être humain, d'aussi ce que c'est que, malheureusement, parfois être un homme avec des dysfonctionnements et ce que ça a effectivement comme impact, parfois à vie, sur une femme qui, finalement, a cru se donner par amour et que l'amour était réciproque pour finalement se rendre compte que petit à petit, elle est en train de mourir affolant. Donc, c'est vrai que c'est par définition Oui, des vécus extrêmement touchants et en même temps extrêmement douloureux, quoi. Je pense que oui, quand toi tu écris, tu écris avec tes tripes et je pense que le lecteur, s'il rentre dans la trame de ton livre, il va aussi être pris avec ses propres tripes. je l'espère. En tout cas, oui, je me suis servi de témoignages de gens qui me sont assez proches. Par exemple, pour donner un exemple, il y a un moment donné, Hélène qui dit que des années après être sortie de l'emprise, elle a encore peur de voir passer une voiture blanche euh, qui est la voiture de l'un de ses manipulateurs. Et même si elle pense que tout est terminé, eh bien, quand elle voit passer une voiture blanche, elle a toujours cette sensation de, de tripes qui se tordent. Oui, j'essaye de décrire ce genre de sensations. En fait, j'ai essayé d'entrer dans les sensations plutôt que Mhm. dans l'anecdote. J'ai essayé d'entrer Oui. dans les sensations physiques que l'emprise peut provoquer sur un être humain, que ce soit un homme ou une femme. Mais j'insiste sur le fait que, J'insiste. que euh, comment dire, Hélène, la protagoniste de Si un jour tu as de la peine, est une victime, certes, mais c'est aussi une héroïne pour moi. Moi, j'aime bien côtoyer dans tout ce que j'écris des personnages qui, à un moment donné de leur vie, se disent que au bout du tunnel, il y a une lumière possible et que franchement, dans ce chaos que nous vivons là au quotidien, que ce soit intimement ou politiquement, où on est dans un chaos indescriptible pour le moment, je voudrais pas avoir 15 ans aujourd'hui, euh, mais il y a quand même un ciel bleu qui est possible. C'est aussi le titre de mon premier roman, Elles iront voir la mer. C'est C'est vrai. derrière, de l'autre côté de l'horizon, même si l'océan euh, peut avoir des remous tueurs, de l'autre côté de cette ligne, il y a peut-être un avenir meilleur possible. Et je crois que c'est ce que j'écris dans tout, dans mes pièces de théâtre, dans mes deux romans. C'est ce que j'essaye de faire, c'est, je pense, une réflexion sur, en dehors de la tolérance,
Je crois que la tolérance pour moi est très très importante. Mais en dehors de ça, je crois que je fais une réflexion sur l'héroïsme. Et je crois que Hélène, même si elle est une proie, c'est une héroïne. Camus a écrit un essai qui s'appelle L'homme révolté. Et en gros, dans ce livre, il dit qu'à un moment donné dans sa vie, tout homme, tout être humain peut un jour devenir un héros. Pas en portant la cape de Superman ou de Wonder Woman, hein, pas en sortant quelqu'un des flammes ou de la noyade, enfin peu importe, mais en, en allant au bout de ses convictions, en menant son combat jusqu'au bout. Euh, et je crois que c'est ce que fait Hélène grâce à son amie Julie. Et je crois que je décline ce courage-là, le courage d'aller au bout, de vouloir s'en sortir et d'aller au bout de ses convictions. Aujourd'hui, euh, on le voit encore hein, avec ce qui se passe chez Grasset. Eh bien, les auteurs quittent la maison d'édition Grasset, ils vont au bout de leurs convictions et ils se sont tous des héros. Parce qu'il ne faut pas se laisser déborder par la censure. Il ne faut pas se laisser déborder par la politique qui nous impose une manière de penser. Et c'est ce que j'ai envie d'écrire. Je crois que ça se ressent dans ce que j'écris, dans Si un jour tu as de la peine aussi. C'est le message que je veux faire passer. Très bien. Bah, écoute, on va rester alors sur ce côté lumineux. Merci. Pour toi. Merci Anne pour cet échange autour de ce beau livre. Donc, si un jour tu as de la peine, c'est effectivement une histoire de résilience quand même dans la mesure où, de fait, Hélène reprend véritablement sa vie en main et finalement en sort plus forte. Donc, merci pour cet échange. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.